communiqué les morts annoncées dans les manifestations réprimées. Le gouvernement gambien dit ne pas reconnaître le mouvement Friars Jotna qui continue de mettre la pression sur Adama Barrow pour le respect de sa promesse. Et puis la planète sous le choc après la mort de Kobe Bryant. Des personnalités dans tous les domaines ont rendu un vibrant hommage à la légende des Lakers décédée dans un crash d'hélicoptère. C'était ce dimanche. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Découverte macabre ce matin au rond-point Sips dans la banlieue de Dakar, dans le département de Pikine. Plus exactement, la victime nommée Ndioba Seck, âgée d'une vingtaine d'années, mère d'un enfant de 2 ans, a reçu plusieurs coups de couteau. La police de Guinaw Rail a ouvert une enquête. Salif Sow, Asmalik Diop. Horreur, ici, à Thiaroye Arrêt Sips, Ndioba Seck, 20 ans, a été retrouvée morte ce lundi matin. La victime a reçu plusieurs coups de couteau, selon une source policière. C'est au moment où je m'apprêtais à prendre mon petit déjeuner qu'une connaissance m'a appelé pour m'informer qu'il y avait une dame retrouvée morte près de la mosquée. Une enquête a été ouverte par la police de Guinaw Rail pour déterminer les causes du drame. Ndioba Seck a-t-elle été tuée sur place ou ailleurs puis déplacée ici? Les interrogations sont nombreuses. La population inquiète réclame plus de sécurité suite à la mort de la célibataire, mère d'un enfant de 2 ans. On m'a montré sa photo, mais son visage ne m'est pas familier, alors que j'habite ici depuis plus de 30 ans. Donc j'en déduis qu'elle a été peut-être tuée ailleurs, puis déposée ici, près de la mosquée. Je déplore le manque de sécurité qui prend des proportions inquiétantes dans ce quartier. Plusieurs cas d'assassinat sont constatés ces temps-ci sur l'ensemble du territoire national. Voilà, nous parlons de toute autre chose à présent avec cette bagarre au CEM Blaise Diagne de Dakar. Le père de l'élève réfute la thèse de l'agression. Pour le papa, sa fille a juste riposté à la provocation du professeur d'éducation physique et sportive. En attendant la vérité, une journée noire a été observée ce lundi à Dakar. Une journée sans classe pour protester contre les violences faites aux enseignants. Reportage signé Aminata Mbaresso et Pape Sangone Baye. Ces photos, celles de Djeina Bendiaye, élève en classe de 5e au collège Blaise Diagne de Dakar. Elle est accusée d'avoir agressé son professeur d'éducation physique et sportive. Au domicile familial de l'élève à Fass, son papa, Al-Hassan Salam Diaye, donne sa version des faits. Tu me déranges, dégage ici. Les explications données par ma fille ne correspondent pas à celles livrées par le professeur. J'ai bien pris le soin d'écouter Djenaba. Elle a été harcelée, injuriée et même violentée par le professeur. Donc il n'y a pas eu d'agression. Agression ou bagarre, le père de l'élève fait la part des choses. C'est bel et bien une bagarre et ma fille a riposté. Elle ne pouvait pas rester les mains croisées face à l'assaut du professeur. Je ne dirais pas bagarre, hein? Parce que bagarre, c'est quand j'attaque, je réponds, on se donne des coups, là on vient nous séparer. C'est ça la bagarre. Mais en réalité, c'est l'élève qui l'a attaqué. Donc elle est tombée. Parce que là, c'est pas un coup. Ce qui est sur son visage, ce n'est pas des coups. L'enseignant est tombé par terre. Plusieurs versions depuis l'éclatement de cette affaire, plusieurs condamnations aussi. Les professeurs se sont réunis le vendredi. Et même pendant le week-end. Et finalement, ils ont décrété une journée morte aujourd'hui, le lundi, ce qui fait que les cours n'ont pas eu lieu. Des milliers d'élèves sont témoins de la scène. Il serait intéressant de recueillir leur avis et ils vous diront que l'agression est venue du prof et non de ma fille.
En attendant la vérité dans cette affaire, des syndicats de l'enseignement demandent l'exclusion définitive de l'élève Dieynaba Ndiaye. Mais pour le papa de la fille de 14 ans, cette affaire pouvait être réglée autrement que sur la place publique. Puis la journée école morte décrétée par le QSEMS et le SAEMS dans la région de Dakar suite aux violences faites aux enseignants. Le mot d'ordre n'est pas suivi à Rufisque du fait des compositions standardisées. Toutefois, les syndicalistes condamnent et invitent l'État à la protection des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils promettent que justice sera faite suite à ces cas d'agression enregistrés. Pierre-Martin Sagna est le secrétaire général de la sous-section du SAEMS à Rufisque. Il est interrogé par Ousseinou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. C'est devenu inquiétant parce que les enseignants, vous voyez, font cours et ne sont même pas en sécurité. Et là aussi, nous interpellons l'État pour qu'il puisse, l'État puisse prendre ses responsabilités par rapport à ça. Parce que l'État, c'est l'État qui est le garant de la sécurité au niveau local. Et donc l'État aussi doit prendre ses dispositions. Et en même temps, il y a l'article 61-33 de la loi du 15 juin 61 qui dit que l'État doit prendre en charge aussi les fonctionnaires, la sécurité de ses fonctionnaires. Et l'État doit appliquer cette loi. Il faut que les parents sachent que les enseignants ne sont pas des ennemis. Nous sommes des acteurs de l'éducation et ils nous confient leurs enfants. Nous mettons en ces enfants-là du savoir. Les parents devraient plutôt collaborer avec les enseignants plutôt que de tirer sur les enseignants quand il y a quelque chose. Nous sommes des acteurs, les parents aussi sont des acteurs. Ils doivent venir, qu'on puisse discuter ensemble quand il y a problème. Mais pas réagir du côté des élèves surtout et bannir ce que font les enseignants. En tout cas, nous comptons vraiment saisir la justice parce que si c'était un élève qui a été agressé, vous voyez, tout le monde se serait levé, les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, les fédérations des parents d'élèves se sont levés et cette fois-ci on constate qu'il y a un mutisme de leur part. Pourquoi ce mutisme ? Nous sommes des collaborateurs aussi. Ils doivent pouvoir réagir par rapport à ça et condamner cette affaire. Maintenant, nous, à notre niveau, nous condamnons et nous disons plus jamais ça. L'Institut africain de management et le Québec unissent leurs efforts pour former des cadres capables de contribuer au développement du continent africain. Le professeur Marito Onyan, parrain de cette promotion, encourage les relations publiques-privées. On voit tout cela dans cet élément signé Thurambar Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Après des années de formation, les étudiants ayant suivi le programme de co-diplomation de l'IAM ont été célébrés lors de la cérémonie de collation des grades. Une grande satisfaction pour les récipiendaires. C'est une très grande opportunité pour nous de montrer ce qu'on a eu à faire durant tout notre cursus scolaire. Ça a duré pendant des années et on l'a fait en même temps qu'aujourd'hui notre programme local. Pour Marito Onyan, parrain de la promotion, il est important de magnifier les relations publiques-privées afin d'encourager le renforcement des capacités dans les établissements supérieurs. C'est aussi le partenariat dans l'élaboration et particulièrement dans la formation des étudiants d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Encourager cette trajectoire de nos institutions d'enseignement supérieur. Les responsables des établissements, eux, estiment qu'il est opportun de former des hommes et des femmes capables de donner un sens à la vie. C'est la célébration du savoir des récipiendaires qui était célébrée. De grands discours ont été portés par le parrain, par le vice-recteur de l'Université du Québec et nous sommes très fiers de la formation de qualité qui a été donc dispensée depuis lors pendant 20 ans. C'est un partenariat qui origine d'une grande amitié. On a appris nos deux institutions à s'apprivoiser, à se connaître et à construire, mais à construire sur du durable. Je souhaite aussi marquer un tournant, c'est-à-dire une présence plus importante encore ici au Sénégal et à Dakar. On pense que notre université peut faire plus en matière de formation. L'IAM ambitionne de donner un nouvel élan au partenariat afin de mieux outiller les étudiants pour un avenir meilleur. Éducation toujours, des fils de Saint-Louis lancent son message à l'endroit des autorités pour la réhabilitation des écoles fermées en état de délabrement avancé. Elles sont au nombre de 5. On écoute là-dessus le docteur Amadou Dia. C'était lors de la remise des clés des salles réhabilitées à l'école Rawangom. Il est interrogé par Ousseinou Diop et Habib Seck. L'inspecteur l'a dit tantôt au cours de son intervention. Aujourd'hui, on assiste à la fermeture
effréné des écoles de Saint-Louis. 5 ou 6 écoles fermées. Ça, je pense que c'est catastrophique. Et si ça continue, on risque de se retrouver sans école. Sans école, parce que les écoles qui sont quand même à Saint-Louis, c'est des écoles qui datent de très longtemps, qui sont maintenant dans un état très délicat. C'est pourquoi, en tout cas, tous ceux, c'est un appel que je lance, tous ceux qui ont la possibilité de s'impliquer au niveau de l'école, à la reconstruction de l'école, en commençant par la reconstruction du cadre, maintenant des bâtiments, je crois qu'en tout cas, c'est le moment de le faire. Et ça, c'est un appel que je lance à tous les Saint-Louisiens, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour sauver l'école saint-louisienne et l'école sénégalaise de façon générale. Et puis l'Union des routiers du Sénégal menace d'aller en grève le 10 février prochain pour dire non au règlement 14 de l'UEMOA. Le syndicat des transporteurs routiers d'hydrocarbures également demande le rétablissement de la taxe de 4 000 francs par tonne pour le transport national et 12 000 à l'international. Ils ont fait face à la presse ce matin, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Ces transporteurs sont dans l'impossibilité d'appliquer le règlement 14 de l'UEMOA, de nouvelles mesures qui, selon eux, risquent de bloquer le transport national et international. Pour nous permettre de continuer nos activités, nous sollicitons de l'autorité le rétablissement de la tolérance de 20% sur le PTAC, l'abandon définitif de la taxe sur la charge à l'essieu, le rétablissement de la taxe de 4 000 francs par tonne pour le transport national et 12 000 francs la tonne pour le transport international, l'abandon du délestage de produits impossibles en ce qui concerne l'hydrocarbure, la non-répercussion de la nouvelle taxe portuaire aux transporteurs et le règlement de la dette pétrolière empêchant certains transporteurs d'être payés par les pétroliers. L'Union des routiers du Sénégal, elle, compte aller en grève le 10 février 2020 si solution n'est pas vite trouvée. Une plateforme depuis le 7 janvier pour tirer l'attention des autorités des deux pays. S'il n'y a pas de négociation ou bien des négociations nulles, les deux organisations iront en grève le 10 février 2020. Ces travailleurs réclament par ailleurs un contrôle organisé. L'autorité pousse les travailleurs, les conducteurs à faire des accidents puisqu'on ne peut pas quitter Dakar pour aller jusqu'à Rosso ou à la frontière Kidra sans pouvoir se reposer. Et la non-application du permis à point, puisque c'est la référence ici au Sénégal, c'est la France. Est-ce qu'on a les routes comme la France? Est-ce que les conditions des transporteurs sénégalais sont les mêmes avec la France? Est-ce que les conditions des conducteurs sénégalais avec les Français sont les mêmes? Et tant d'autres. D'ici là, le syndicat des transporteurs routiers d'hydrocarbures compte sur l'accord de 2018 pour éviter les tracasseries sur les routes. Maïmouna Ndiaye, le directeur des routes, sort de son silence après le mouvement d'humeur des transporteurs de camions. Il les invite au dialogue pour trouver des solutions pour la bonne marche du secteur et également au respect du passage à l'essieu. Habib Faye et Ababakar Kamara l'ont rencontré. Suite à l'arrêt des travaux des transporteurs, le directeur des routes sort de son mutisme. Selon lui, le respect strict du règlement numéro 14 de l'UEMOA doit être appliqué par tous les acteurs. Et c'est des données factuelles que tout le monde peut visiter, tout le monde peut revisiter, en tout cas qui sont disponibles au niveau de la direction des routes, au niveau d'Afrique Pesage, que quel que soit le produit, je prendrai le cas du poisson, au niveau de Rosso, les gens étaient à plus de 50 tonnes, 70 tonnes, 100 tonnes de surcharge. Imaginez-vous qu'un camion qui devait charger 50 tonnes se retrouve à charger 150 tonnes. Quel est le risque que cela comporte pour d'abord le chauffeur, pour les usagers de la route et pour la route en tant que telle? Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut régler. Pour les amendes, depuis 2012, nous n'avons jamais appliqué la totalité des amendes prescrites dans le règlement 14. Nous avons, avec l'État, négocié les amendes divisées par 5. Parce qu'au départ, les amendes étaient de 20 000, 60 000 sur le contrat de concession. Sur ce, il n'épargne pas le dialogue
avec les transporteurs, mais que cela se fasse dans les règles de l'art. Mais nous sommes ouverts aux discussions. Je pense que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire au niveau étatique sont en concertation pour voir comment encore accompagner ces transporteurs qui savent qu'effectivement, depuis toujours, nous avons appliqué ce règlement de façon graduelle pour éviter justement de les impacter parce qu'ils ont besoin de s'équiper en matériel roulant qui est conforme justement au dispositif du règlement. Commencer à amender 20 000, 60 000 sur le PTAC et non sur la charge à l'essieu. Donc il n'a jamais été question d'amender les infractions sur les essieux. Pour le moment, les amendes sont faites sur le poids total autorisé à circuler au niveau du Sénégal. La charge à l'essieu doit être respectée par ces transporteurs qui sont en grève. N'empêche, le directeur des routes rassure que des conclusions positives sont en vue avec les différents acteurs. Et puis, retenez que le collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal vient de lever son mot d'ordre de grève. Son président confie qu'un protocole d'accord a été signé avec le ministre de la Pêche, Aliou Ndoye. Mbaye précise que l'application du règlement 14 de l'UEMOA est suspendue à l'intérieur du port de Dakar. Il ajoute que le tarif exigé qui était appliqué pour entrer dans le port a été supprimé certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La commission de la carte nationale de presse installée ce matin. Le ministre de la Culture qui a présidé la cérémonie réaffirme la ferme volonté du gouvernement d'assainir le milieu de la presse. Daoud Amine, président de la commission, lui permet de respecter les critères de dotation de la carte de presse. Compte rendu de cette cérémonie signée à Mohamed Samb et Diafaraba. Dans ce contexte où l'on ne sait plus qui est journaliste ou technicien des médias et qui ne l'est pas, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Culture, s'engage à assainir le paysage médiatique. La carte nationale de presse va permettre d'identifier les acteurs, mais aussi valider leurs expériences. Soit être titulaire d'un diplôme de licence ou l'équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 2 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une entreprise de presse sanctionnée par une commission de validation des acquis de l'expérience. Pour ceux qui ne détiennent pas de diplôme de licence et ne remplissant pas les critères retenus pour avoir la qualité de journaliste ou de technicien des médias, ils peuvent aussi passer devant la commission s'il justifie d'une expérience d'au moins 10 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une entreprise de presse. La commission, quant à elle, ambitionne de mobiliser ses efforts pour respecter les critères de délivrance de la carte nationale de presse. Il faut comprendre que notre travail est encadré par le code de la presse. Les dispositions du code de la presse sont claires. Et ce sont ces dispositions-là qui nous disent ce qui est attendu de nous, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. La prochaine étape, c'est tout simplement de nous regrouper pour valider le règlement intérieur. C'est ce règlement intérieur-là qui nous permettra de travailler, de suivre la procédure quand même qui sera édictée. L'installation de la commission de la carte nationale de presse, un pas vers l'assainissement du paysage médiatique. La commission est composée de 8 membres, dont 5 sont désignés par les acteurs des médias. Les 3 autres membres sont des institutionnels qui seront chargés de représenter les ministères de la Justice, de la Communication et du Travail. Merci à vous, Mohamed Samb. Beaucoup de polémiques nées au lendemain de l'organisation de Miss Sénégal édition 2020. Pape Faye, membre du comité d'organisation, annonce des changements pour la prochaine édition, notamment l'exclusion d'une région qui ne remplirait pas les critères. Il a rencontré nos reporters Thiaba Aliba et Gervais Yao. L'édition 2020 de Miss Sénégal, très contestée. Et pourtant, au niveau des régions, une organisation était mise en place pour faciliter le choix des candidates. C'est normal qu'il y ait des critiques, qu'il y ait des avis divergents. C'est normal, puisque les intérêts n'étant pas les mêmes.
puisque les 14 Miss qui ont compétit, qui viennent des régions, sont venus avec le supporter. Oui, c'est normal. Et que personne n'aurait aimé que sa Miss de région, sa Miss régionale, reste en rade derrière. Donc il y a forcément des commentaires, ou positifs ou négatifs. Mais ça, c'est des choses que nous prenons en compte. C'est ça la vie. Il faut que les gens s'expriment, nous sommes d'accord. Alors sur le choix qui a été fait par les jurys, c'est les jurys. Pourquoi alors cette polémique? Pape Faye reconnaît les défaillances. Ce n'est pas que la beauté physique. Ce n'est pas l'aspect plastique de la fille qui compte. On peut être belle et tout, bon, mais souvent quand le niveau intellectuel est un peu bas, ça pose problème du point de vue de l'international. Puisque nous avons estimé que la Miss qui est choisie doit pouvoir compétir à Miss Univers ou à Miss Monde. Miss Sénégal remplit les critères de beauté et de culture générale requis. Il faut avoir un certain niveau, quelques bagages intellectuels, il faut avoir un comportement digne représentant le Sénégal. On ne va pas amener à Miss Monde, voilà, ou bien élire quelqu'un qui est censé représenter le Sénégal, l'ambassadrice de la beauté sénégalaise à travers le monde, l'élire avec un comportement malsain. Il faut être belle et présentable. Il faut être belle et présentable, c'est ce que nous cherchons. La polémique se poursuit. Pendant ce temps, Ndeye Fatima John, la lauréate du concours Miss Sénégal 2020, garde sa couronne. Une victoire qui sera certainement fêtée dans sa région d'origine, Fatick. Et puis, très critiqué sur les réseaux sociaux, Aminata Badiane minimise ses attaques et soutient que l'événement a connu un franc succès. Elle dégage ses responsabilités concernant le niveau jugé très faible des Miss. Elle était l'invitée du journal de 13h de TFM. Manifestation réprimée en Gambie. Le gouvernement de Adama Barrow a démenti dans un communiqué les morts annoncées. Le mouvement Frieuse Jotna continue de mettre la pression sur le président Barrow pour lui faire respecter sa promesse de campagne. L'État gambien dit ne pas reconnaître la légalité du mouvement. Les détails avec Alassane Ba. Frieuse Jotna accentue la pression sur Barrow, une situation qui est devenue inquiétante. Des manifestations réprimées qui font l'actualité dans le monde. Des morts sont annoncées. Le gouvernement a démenti en parlant de propagande, mais regrette des blessés enregistrés hors de danger. Un débat s'est même posé sur les réseaux sociaux après l'arrestation de quelques 137 personnes selon les chiffres avancés par les autorités et la suspension des stations radio Home Digital FM et King FM. Sur Twitter, beaucoup de gens ont dénoncé ce fait. Pour article 19, il s'agit d'une violation des libertés d'expression. Mais le gouvernement de Barrow a tenté de justifier cet acte dans un communiqué. Il dit, je cite, « En attendant les enquêtes de la police, ces stations ont violé leur licence ». Les mêmes communiqués qui qualifient le mouvement Frieuse Jotna de mouvement subversif, violent et illégal. Un mouvement interdit de manifester sur le territoire. Les membres de ce mouvement veulent faire respecter au président Adama Barrow sa promesse de campagne. Lors de son entretien accordé au groupe Futur Média en janvier 2017 ici aux Almadies, après juste sa prestation de serment, Adama Barrow parlait d'un accord entre partis qu'il fallait parfaire. La Constitution dit 5 ans, mais l'accord conclu entre les différents partis parle de 3 ans. Il y a un travail que nous devons faire ainsi pour finaliser l'idée. Est-ce que nous pouvons le faire ou pas? Nous ne savons pas encore. Ce n'est pas une question de reniement, rassurez-vous. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une condition qui a été posée et il y a un travail à faire. Les 3 années sont arrivées à terme. Ce peuple qui manifeste n'attend de lui que l'organisation de l'élection présidentielle. Et puis, je vous l'annonçais dans les titres, le décès de Kobe Bryant a ému la planète entière. Basketteurs, footballeurs, hommes politiques, tous ont rendu un vibrant hommage à la légende des Lakers décédée dans un crash d'hélicoptère. Modou Fall. Star du monde sportif, Bryant est une étoile brillante avec un jeu de mots du magazine L'équipe. Légende des Los Angeles Lakers et de la NBA, Kobe Bryant est décédé ce dimanche dans un accident d'hélicoptère. Accompagné de sa fille Gigi et de 3 autres personnes, ils sont morts dans un crash en Californie. Âgé de 41 ans, Kobe Bryant est parti sur la pointe des pieds, laissant derrière lui tout un monde attristé et ému. Cristiano Ronaldo a réagi en affichant sa tristesse sur Twitter. Messi a également salué
les génies de Kobe. Magic Johnson et Jordan au tour à tour rendu hommage à la légende et à sa fille Gigi. Quant à LeBron James, les larmes ont coulé sur ses joues. Les fans des Lakers se sont rassemblés devant le Staples Center pour checker O'Neal. Brian est plus qu'un athlète. Il est un père de famille. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Mbappé, Bill, Suarez ont tous rendu hommage à la légende Kobe. Du côté des politiques, Trump est le premier à s'illustrer en lui rendant un vibrant hommage. Toute l'Amérique debout pour les honneurs à Kobe. Obama Barack a également tenu à rendre hommage au basketteur le plus titré des États-Unis. L'Afrique n'est pas en reste. Des hommages ont été dédiés à Brian, à l'image de Gorgui Sidien, Amadou Gallo-Fall, Sadio Mané, Drogba et Samuel Eto'o. La presse en a fait son chou gras, de New York Times à El Mundo, en passant par l'équipe, le Pays, l'équipe El Pays, le Figaro, le Droit, Libération. Kobe Bryant, rest in peace. Et puis, 7e journée de la Ligue 1 sénégalaise, Diambar de Saly crée la sensation en surclassant l'AS Douane 4-1. Le résumé avec Cher Salibou Diarra et Ahmadouba. Diambar voyage bien en ce début de saison. L'AS Douane en a fait les frais en se faisant étrier à domicile. Un succès 4-1 pour les académiciens de Saly. Les buts qu'on a marqués, c'est des buts bien mérités. Je pense que les jeunes ont essayé de produire du jeu, ont défendu avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et beaucoup de caractère. Je pense qu'on a fait un match très, très sérieux qui a permis de marquer des buts. On aurait pu marquer beaucoup plus que ça, sinon on était beaucoup plus efficace en fait, devant. Mais bon, je pense que marquer 4 buts contre la Douane, c'est une très bonne performance. Meilleure défense jusqu'à cette journée. L'AS Douane a peut-être explosé par complexe de supériorité face à la jeunesse de Diambar. Au niveau de l'engagement, au niveau de l'envie, Diambar était meilleur. Je crois aussi au niveau technique, Diambar était meilleur. Donc c'est un match où on n'a pas existé du tout. Bon, mentalement aussi, quand on a pris le but, on était assommé. C'est pas normal parce qu'on sait qu'un match de football, tous les scénarios sont possibles. On s'est exposé, on est passé en 4-4-2 pour avoir du nombre devant. Et on a pris le risque, après on était exposé derrière. Diambar a eu des contres, la punition pouvait être plus sévère. Diambar continue ainsi son parcours paradoxal. Ces 3 victoires en 7 journées sont toutes obtenues à l'extérieur. Écoutez, le début de saison de Diambar est assez mitigé. Hein. On est capable de faire des prestations comme celle-là, mais en même temps, sur d'autres matchs à la maison, on est capable de gâcher beaucoup de points. Avec ce retentissant succès, Diambar 10 points monte à la 5e place du classement. L'AS Douane 13 points reste toutefois dauphine, malgré ses 2 défaites en 3 matchs. Et puis le Sénégal prêt à organiser la CAN en 2023. C'est le ministre des Sports qui a fait cette déclaration cet après-midi alors qu'il recevait le CNOS, la NPS également pour préparer la pose de la première pierre du stade olympique qui se fera le 20 février 2020. Matarba, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faragning. On a un défi à relever. Et le seul combat valable et utile d'être engagé, c'est relever le défi de cette organisation au nom du Sénégal, mais au nom de l'Afrique. Toute autre chose n'aura pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est avancer vers l'organisation sûrement, mais qu'on soit prêt et qu'on soit à la hauteur. Donc le 20 sera un moment historique de communion, de fête, mais un moment d'espoir pour notre sport, pour non seulement aborder les Jeux olympiques de la jeunesse la tête haute, avec les conditions nécessaires, mais au-delà des Jeux olympiques, le développement du sport sénégalais, et qui parle de développement du sport sénégalais aussi, pense à ce passage lors du discours du chef de l'État le 31 décembre qui faisait allusion, même si ce n'était pas le discours, c'était pendant les interviews, qui disait qu'après 2022... Pour boucler à présent le résumé de l'actualité internationale, c'est avec Daniel Diouf. 19 militaires maliens tués et 5 blessés dimanche dans la matinée lors d'une attaque contre un camp de gendarmes à Sokolo, dans la région de Ségou. C'est dans le centre du pays, dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie.
Des responsables maliens ont attribué ce coup de force à des terroristes. Les derniers développements du coronavirus, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a corrigé ce lundi son évaluation de la menace. L'organisation la qualifie d'élevée à l'international et non plus de modérée comme elle l'avait écrit jusqu'ici. Et puis les autorités de la ville de Pékin ont fait état ce lundi d'un premier décès du coronavirus dans la capitale chinoise. Il s'agit d'un homme de 50 ans qui s'est rendu le 8 janvier dernier dans la ville de Wuhan, le foyer de l'épidémie. Selon le comité à la santé de la capitale, l'homme a succombé ce lundi à une défaillance respiratoire. À Beyrouth, des manifestants ont tenté ce lundi de bloquer l'accès au Parlement du Liban sans y parvenir au moment où les députés examinent le projet de budget 2020. Le blocage a échoué, mais des incidents ont eu lieu avec des jets de pierre en direction des forces de l'ordre qui ont fait usage de lacrymogènes. Plusieurs personnes ont été blessées. Les manifestants rendent les dirigeants responsables de la crise économique. Le pays est confronté à une pénurie de devises, une montée du chômage et une flambée des prix. Enfin, une voix de la révolution de Jasmin s'est éteinte ce lundi. La blogueuse Lina Ben Merheni, morte des suites d'une longue maladie à l'âge de 36 ans. Son nom reste fortement associé à la révolution tunisienne de 2011. Le combat de Lina Ben Merheni avait commencé bien avant la chute du président Ben Ali. Pendant des années, sur son blog, elle témoignait en arabe, en français et parfois en anglais des injustices vécues par la population. C'est après qu'elle a rejoint un mouvement plus large des blogueurs tunisiens qui combattaient pour la liberté d'expression et les droits de l'homme dans leur pays. Une implication qui lui a valu, avant 2011 déjà, d'être censurée par le pouvoir du président Ben Ali. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. À vous l'antenne, Aram Touré avec 5